Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Défi de la personnalisation, quel apport des technologies, un thème qui colle bien à la transformation digitale que connaît le monde de l'éducation et plus spécifiquement le monde du supérieur, de l'enseignement supérieur, de la recherche et tout le reste. Alors avec les outils à notre disposition aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin dans la personnalisation des parcours, du suivi de l'expérience étudiante. Il est essentiel, on le sait aujourd'hui, de tracer mieux les parcours pour les augmenter, ces parcours, au service de la qualité, de l'efficacité des apprentissages, mais aussi de l'insertion, de l'employabilité ou des relations entreprises. Après tout, pour l'apprentissage, c'est très utile de tracer le parcours des apprenants. Alors, on va voir tous ces sujets-là et plus encore, sans doute, avec nos invités, qui sont aujourd'hui Loïc Plé, le directeur de la pédagogie à l'IESEG School of Management. Bonjour Loïc et bienvenue. Bonjour, Olivier. bonjour Gilbert. Olivier Bulat, alors Loïc, on vous connaît bien, IESEG, grande école de commerce après bac en 5 années. Olivier Bulat, directeur des systèmes d'information de Sigma Clermont et coordinateur des systèmes d'information de Clermont Auvergne INP, grand ensemble qui regroupe des écoles d'ingénieurs et l'université, tout ça dans une très belle ville. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Gergana Gincheva, qu'on connaît aussi, professeure de marketing et directrice du programme à EDEC, directrice de programme à EDEC Business School. Là, on va parler, c'est une autre grande école, mais sur prépa. L'IESEG, c'était après bac. L'EDEC, c'est la grande école, notamment avec beaucoup de compétences sur la finance, si je ne m'abuse, mais pas que, évidemment. Et on abordera tout cela. Bonjour Gergana et bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue. Un petit écho, alors je ne sais pas où est-ce que ça résonne, mais voilà, je le dis et je ne redirai pas. Andrea Dionisio, chargée de compte pour Panopto, c'est notre partenaire qui est là, elle est où? Elle est là. Bonjour et merci de nous accompagner depuis le début avec vous. Alors, c'est bien parce qu'on a une vision mondiale avec vous. Je crois que vous êtes au Portugal pour un événement et vous allez aussi parler des sujets qui nous intéressent aujourd'hui et vous vous baladez un peu partout pour traiter ces sujets. Et si vous êtes d'accord, on va commencer avec vous, Andrea, parce que vous allez nous présenter en quelques mots une étude, et puis dire bonjour à tous celles et ceux qui nous écoutent, mais aussi nous présenter une étude sur les grandes tendances de l'éducation. C'est une étude que vous réalisez régulièrement, et je crois que les chiffres ne sont pas inintéressants. Je précise, Andrea, mais vous préciserez également que cette étude est disponible sur simple demande. Toujours intéressant d'avoir des chiffres un peu macro sur ces domaines. Andrea, c'est à vous. Merci. Alors, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui et j'espère que les discussions vont vous intéresser. Moi, en tout cas, je suis excitée à l'idée de pouvoir partager avec vous. Donc, Panopto, c'est une entreprise qui, du coup, gère la gestion de la vidéo depuis déjà 2007. On a été développé par des enseignants de l'éducation supérieure des États-Unis, donc de l'université Carnegie Mellon. Et le but était de, justement, faciliter l'accessibilité de certains enseignements. On a très vite développé donc les intégrations. Je vais quand même vous épargner rapidement le contour, mais très vite, grâce à nos développements et aux améliorations de tous les jours sur la technologie, on a vite, du coup, eu la confiance des plus grandes universités mondialement. Donc, si je dois vous partager des chiffres aujourd'hui, je dirais qu'en Europe, on a un peu plus de 300 clients dans le secteur de l'enseignement supérieur, un peu plus de 1300 clients mondialement, et ça nous revient à un peu plus de 500 millions d'heures visionnées dans le monde à travers Panopto. Donc, ça nous fait de beaux chiffres ici. Et c'est ce qui nous permet, du coup, de développer cette étude en partenariat avec Streaming Media. Donc, on a pu faire une étude au niveau mondial sur les tendances au niveau de l'enseignement. Donc, ce n'est pas forcément focus sur l'Union européenne, mais vraiment sur au niveau global. Donc, on voit que traditionnellement, l'enregistrement de ces sessions en amphithéâtre était principalement la demande, mais on voit que maintenant, de nos jours, en 2022-2023, la tendance change et donc on a d'autres modes qui s'installent, donc l'enseignement à distance, ce qu'on appelle l'hybride ou l'e-flex, les cours blended, les différents types d'utilisation. Ce qu'on voit également, qu'on voyait beaucoup dans le milieu
entreprise, on voit que l'enregistrement des réunions et donc du coup la collaboration au sein des institutions est aussi un usage qui s'est énormément développé du coup grâce à l'utilisation de la vidéo. En termes de ce que les conclusions de ce rapport apportent beaucoup une importance sur donc, la vidéo asynchrone et donc du coup un thème qui va beaucoup se rapprocher sur les discussions d'aujourd'hui et donc comment personnaliser nos enseignements. Et on voit ici qu'il y a beaucoup de différences au niveau des technologies utilisées. Donc, l'intelligence artificielle fait son grande entrée avec la réalité virtuelle. Mais on reste encore sur une utilisation qui va être très portée sur du coup comment connecter les personnes qui sont sur différentes localisations. Donc ça peut être intéressant quand on veut faire venir un intervenant comme moi aujourd'hui qui ne suis pas forcément localisé en France et qui pourrait avoir quelque chose de pertinent à rajouter sur votre enseignement. Du coup, encore une fois, l'utilisation de la vidéo a son importance ici. Et les micro-vidéos, c'est quelque chose qui, encore une fois, mondialement, a une forte présence, puisque au final, le fait de pouvoir apporter un retour rapide en vidéo aux étudiants, ça permet quelque part d'influencer sur leur engagement. Donc, je viens de parler d'engagement, je vais donc vous présenter ici les importances. Donc, comme on peut voir, l'engagement des étudiants est forcément quelque chose qui prend sa place. Plus de 81% des dirigeants des universités déclarent que l'engagement des étudiants a été important, extrêmement important, dans l'adoption de la vidéo asynchrone pour leurs établissements. Donc, je pense que du coup, l'usage de la vidéo ici est clairement montré comme un outil qui se vaut pour justement, encore une fois, personnaliser ce parcours. Je ne vous fais pas tout le rapport, puisque nous avons un rapport qui est quand même assez exhaustif. Donc, comme Gilbert l'a bien mentionné, si vous le souhaitez, nous pourrons partager avec vous le lien. Je veux juste ici étendre un peu plus sur les différents facteurs qui donc influencent les étudiants à s'inscrire, puisque au final, le besoin d'engager ces étudiants et qu'ils finissent leur parcours vient aussi sur qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Donc, encore une fois, cette personnalisation, je pense que c'est vraiment sur le thème du jour et de ce rapport. Donc, quels sont ce que l'on peut leur apporter et le fait de pouvoir leur apporter différentes solutions et de mêler la technologie du coup à leur enseignement leur apporte de la flexibilité et plus d'outils pour justement améliorer cet apprentissage. Donc, si je dois conclure par la popularité, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la vidéo asynchrone a son importance? Il est important de noter que c'est justement l'accessibilité de l'enseignement, l'engagement des étudiants, apporter un niveau équitable en termes d'enseignement, parce que nous ne sommes pas tous au même niveau quand il s'agit d'apprentissage, et toujours apporter ce côté innovation dans nos manières d'enseigner, dans la pédagogie de nos jours. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, cette présentation vous sera disponible également et vous retrouverez à la fin une feuille de route sur quoi nous travaillons aujourd'hui en termes de développement pour améliorer la plateforme de Panopto. Voilà. Merci Andrea, c'est très clair. On va la demander cette étude, hein. De toute façon, nous, ça nous intéresse. Mais en plus, ça nous intéresse sur les steps d'après, parce que visiblement, vous avez défini une feuille de route qui même si elle ne concerne pas Panopto, n'est pas inintéressante, j'imagine, pour tous celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'évidemment, ça donne peut-être des éléments
peut-être des éléments de surveillance ou des points de vigilance ou des points à des objectifs à atteindre. Bref, on en parlera. Alors, premier petit tour de table, si vous êtes d'accord toutes et tous. Moi, j'aimerais savoir, et je me suis posé la question quand on a fait ce webinaire, alors j'avais une partie de la réponse, mais j'aimerais savoir ce que ça recouvre quand on en parle avec vous. La personnalisation. Ça veut dire quoi quand on dirige un établissement, quand on dirige les programmes, quand on dirige les SI? Gergana, vous êtes la dernière arrivée, vous êtes la première servie. La personnalisation, qu'est-ce que ça veut dire dans une grande école comme l'EDEC? Je dirais que c'est un oxymore parce que d'un côté, on a le point de vue des étudiants. Pour eux, la personnalisation, ça coule de source. Donc, quand ils arrivent à l'EDEC, ils s'attendent effectivement à une grande personnalisation de leur parcours, presque individualisé. Et je les comprends. Et de l'autre côté, gestion des programmes, et j'en gère, compte tenu du nombre d'étudiants qu'on gère, c'est compliqué de satisfaire cette attente. Mais on y arrive et je reviendrai plus tard dans la discussion. Juste un mot, personnalisation, c'est pareil que sur mesure? Pour moi, oui, je dirais. Quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui est fait pour quelqu'un qui a des attentes individuelles et on arrive à les satisfaire sur mesure, oui. Allez, Olivier, on vous pose la question à vous. Alors, même question pour vous, ça recouvre quoi la personnalisation? Et au fond, c'est le fameux sur-mesure que tout le monde aimerait atteindre, puisque ça serait génial que tout le monde ait un parcours vraiment pour lui, même y compris dans une grande école ou à l'université. Oui, en fait, il y a une grosse demande en fait, de nos étudiants d'avoir des parcours qui sont ciblés sur leurs attentes. Donc, même si on peut avoir des diplômes qui regroupent un certain nombre de variantes, ils sont très friands d'avoir effectivement des parcours de formation avec des mises à niveau, des cours spécialisés ou des choses qui sont plus ciblées sur des compétences prérequises qui ne sont pas forcément acquises, par exemple, mais aussi beaucoup pour orienter sur la construction de leur propre parcours professionnel. Et donc, ils sont très en attente qu'on leur apporte un certain nombre d'outils qui, pour ceux qui connaissent déjà leur choix, soient guidés dans la bonne orientation, et pour ceux qui ne savent pas encore exactement ce qu'ils veulent faire, de les guider dans cette recherche-là. Et puis, c'est bien sûr aussi, comme Andrea nous l'a montré tout à l'heure, des logiques plus orientées sur des outils dans la façon de construire les enseignements qu'on leur propose, en prenant en compte des personnalisations au niveau des rythmes d'apprentissage, en essayant d'injecter justement de la flexibilité et de l'agilité dans l'accès aux cours dont ils ont besoin, et de mise en place d'un certain nombre d'outils de personnalisation également sur des logiques de tutorat. Ça peut être des tutorats étudiants-étudiants, mais aussi enseignants-étudiants. Et juste la technologie et personnalisation, ça va forcément de pair, ou c'est plus que la personnalisation, c'est pas qu'une dimension techno? Moi, je dirais que ce n'est pas que technologique, c'est-à-dire que notamment dans la partie innovation pédagogique, c'est très important de coupler des outils qui vont aider à ce que chacun puisse acquérir les compétences qu'on attend de lui à son propre rythme. Mais c'est aussi, dans un système d'information, amener beaucoup d'outils qui concernent certains étudiants et pas forcément tous, et notamment dans la construction de leur parcours professionnel. Les gens vont prendre, alors qu'ils s'inscrivent dans la même promotion de départ, ils vont avoir des attentes différentes selon les personnalités et le parcours professionnel qu'ils attendent et qu'ils construisent pendant leurs études. La personnalisation, et après on passera la parole à Loïc, hein. La personnalisation, ce n'est pas simplement mieux flécher, mieux tracer, voire mieux surveiller, c'est pour mieux réussir. C'est ça l'idée, hein. Toujours on le rappelle parce que ce n'est pas inutile. Absolument. Puis je pense qu'on est aujourd'hui avec une génération d'étudiants qui est en recherche de beaucoup de sens dans leur carrière professionnelle, avec aussi des enjeux, bien sûr, RSE, développement durable, qui interviennent de manière beaucoup plus forte que par le passé. Et il faut savoir répondre également à ces attentes-là. Et puis, on a bien sûr d'autres choses, mais on y reviendra plus tard avec l'IA générative qui amène aussi des bouleversements. Ah là oui, oh là, on n'a pas fini d'en parler, mais il faudra un deuxième webinaire, Olivier, tout de suite. Nous rajouter au moins 1 heure de débat. Loïc, alors la personnalisation,
beaucoup de monde, hein, l'EDEC et alors à Clermont aussi, mais ce sont des grandes écoles et avec beaucoup de monde. C'est-à-dire, c'est pas des petites grandes écoles, c'est pas des petites promotions, comme l'EDEC d'ailleurs, hein. Donc, ça veut dire que personnaliser, comme le disait Gargano tout à l'heure, c'est un vrai boulot parce que il faut aller dans la solitude de ses préférences, comme disait un chercheur, et ça doit être compliqué. Alors, qu'est-ce que recouvre ce concept chez vous? Je dirais que beaucoup de choses ont déjà été dites. Effectivement, en fait, personnaliser, ça va vouloir dire coller au plus près des besoins et des attentes de différents types de publics. Parce que je pense que la diversité des types de publics auxquels nos écoles font face est très importante et elle va croissant. On disait tout à l'heure, on peut avoir des étudiants qui vont entrer en post-bac, on en a d'autres qui vont entrer en admission parallèle, on en a d'autres qui vont arriver après une prépa, d'autres qui vont arriver après des cursus qui seront peut-être plus littéraires, etc., etc. Donc déjà, il y a ce besoin au niveau des contenus de pouvoir adapter les choses. Il y a également besoin de s'adapter en termes de capacité d'apprentissage sur un plan purement cognitif. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'apprentissage et donc ça veut dire qu'en termes de rythme, comme le disait Olivier par exemple tout à l'heure, il va falloir qu'on réussisse à proposer à la fois des outils et des contenus qui vont permettre aux étudiants de pouvoir être en accord avec leur rythme d'apprentissage. Également en termes de temps disponible, on a des étudiants qui vont travailler, que ce soit pour payer des études ou pour gagner un peu d'argent durant leurs études, tout bêtement, et qui vont donc avoir certaines contraintes, mais on a également des publics de formation continue, et on en a tous de plus en plus. Et ces publics de formation continue n'ont pas non plus les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes exigences. Donc là également, il va falloir que on puisse s'adapter, sans compter aussi des profils de type sportif de haut niveau, étudiants, créateurs, entrepreneurs, etc., auxquels là aussi on va devoir s'adapter. Et sur la croissance enfin vous parliez Gilbert de la taille des écoles et plus largement encore, on pourrait même parler de la taille de la population qui rentre dans le supérieur. On voit au vu de l'évolution des effectifs dans nos différentes écoles et plus largement sur tout le marché du supérieur, que ce soit en France ou à l'international, ce besoin de personnalisation, eh bien, le plus gros est peut-être encore devant nous. On parlait d'IA générative qui va nous permettre d'aller plus loin et on va en avoir besoin. Parce que juste dans le monde, par exemple, si on en croit une étude de l'UNESCO, on va aller vers 380 millions de personnes dans l'enseignement supérieur d'ici à 2030, alors qu'aujourd'hui, on est à 235 millions. Donc, on voit la marge et les besoins complémentaires qu'on va avoir. On sait qu'on n'aura pas forcément suffisamment d'enseignants pour pouvoir faire face à cette croissance, et donc on aura besoin de pouvoir s'appuyer sur tout un ensemble d'outils et de systèmes qui eux-mêmes viendront au service à la fois des étudiants et des enseignants. Et juste, Andrea, vous qui avez une expérience un peu worldwide, hein, si je puis dire, puisque comme on le disait, vous vous baladez un peu, on va pas rester que franco-français. Est-ce que la personnalisation, d'abord, c'est un phénomène mondial? Est-ce que c'est un phénomène sur lequel on se joue la compétitivité entre les établissements? Si vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire que des établissements proposent toute une série de services ou de ressources. Est-ce que c'est aussi un élément de clivage entre les établissements, enfin de concurrence, pour dire cela. Et justement, alors, est-ce que cette dimension, elle est mondiale d'après vous? C'est la première question. Je dirais oui, tout d'abord par rapport aux résultats qu'on peut voir dans le rapport, et puis sur les différentes conversations que j'ai pu avoir dans les différents événements que j'ai pu faire récemment. C'est une question qui se pose. La question qui se pose est vraiment sur le contenu, comment le rendre le plus interactif et intéressant possible afin d'engager l'étudiant, mais pas que sur l'inscription. Également sur la durée de ces études, puisque une des données, par exemple, qu'on a revues en Espagne, était que beaucoup d'étudiants lâchaient en cours de route, si je peux me permettre. Et donc, eux, leur intérêt était vraiment d'essayer de comprendre comment les engager et donc, du coup, comment le thème de la personnalisation pouvait venir les aider justement à garder cet intérêt que les étudiants avaient pour leur cursus jusqu'à la fin et donc, du coup, de le réussir. Puisqu'au final, on a beaucoup de données qui rentrent en compte sur le succès d'une école et l'une étant le nombre d'étudiants que l'on enregistre à l'année et l'autre étant le nombre de succès que l'on obtient. Et c'est vrai, s'il y en a autant au début qu'à l'arrivée, c'est plutôt bon signe. Quoi qu'on peut en prendre au milieu, hein, à l'EDEC ou à l'IESEC, ou même dans les écoles d'ingénieurs, on fait des admissions parallèles, donc on peut en avoir beaucoup plus. Et c'est vrai que ça donne. Alors moi, j'aimerais, si vous êtes d'accord, chers invités, qu'on me dise que ça recouvre la personnalisation. Alors évidemment, il y a les ressources,
il y a la relation entreprise, il y a, on parle d'employabilité, suivi des compétences, évaluation. Qu'est-ce que ça recouvre un peu pour avoir un mapping des points clés de ce concept de personnalisation qui est lié à l'engagement d'ailleurs? Olivier, on va commencer par vous. Oui, ben on a déjà évoqué plusieurs choses, mais je pense que l'étudiant, il est déjà en recherche par rapport aux informations qu'un système d'information lui apporte, à des choses qui sont centrées sur lui. C'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition effectivement des informations, mais celles qui auront le plus de succès, c'est celles qui cibleront explicitement l'étudiant. Donc il y a bien sûr des choses très classiques, comme lui apporter les éléments d'organisation de sa propre scolarité, son emploi du temps, ses notes, ses absences. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et là, c'est là qu'on aborde la partie parcours de professionnalisation individualisée avec, au travers de stages, de contrats pro qui se développent beaucoup en partenariat avec les entreprises et où là, l'étudiant a besoin de comprendre avec quel type d'entreprise il a intérêt à contractualiser. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont de plus en plus utilisées chez nous, c'est d'ajouter de la valeur sur les données de nos alumni, où on travaille avec une plateforme qui permet à l'étudiant d'aller voir où travaillent les anciens. Et de ça, il peut en retirer deux choses. C'est-à-dire que celui qui rentre en première année peut, s'il a déjà une idée de ce qu'il veut faire, voir le parcours de ceux qui l'ont précédé pour aboutir à la profession ou au secteur d'activité qu'il cherche à atteindre. Et à l'inverse, celui qui ne sait pas encore de manière très précise ce qu'il veut faire dans la vie, il voit que sont devenus ceux qui ont commencé le parcours qu'il a déjà préchoisi sur des premiers éléments. Pardon. Pardon, la caméra bouge, a du mal. Donc on est bien d'accord, on est sur le côté serviciel, là, les contacts avec les alumni, l'emploi du temps, les notes, l'administratif, finalement, ne plus perdre de temps à chercher une info que tout le monde a ou qu'on peut avoir facilement. Et est-ce que la notion d'employabilité, comment dirais-je, d'engagement et tout ça, comment on les retrouve dans la personnalisation, Olivier ? C'est très très lié, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça c'est lié à un métier. Donc déjà, il faut apporter comme information aux étudiants de quoi est constitué un métier. Donc on a là aussi des plateformes de recherche de stage ou d'emploi qui permettent à des entreprises d'exprimer les profils qu'ils recherchent, de décrire des métiers. Un étudiant qui rentre chez nous, il n'y a pas forcément un énorme pourcentage qui sait précisément vers quel métier les études l'amènent à travailler. Donc tout ça, c'est très, très important. Et puis, dans les points clés, il y a aussi ce que l'on a dit, là, qui est moins ma spécialité, mais dans toute la partie pédagogique, de mettre à disposition un certain nombre d'outils qui permettent notamment de s'adapter au rythme d'apprentissage. Loïc l'a évoqué, un sportif de haut niveau qui étale sa scolarité sur 2 fois le temps habituel d'un étudiant, c'est relativement simple à gérer, mais certains, c'est des modèles qui sont beaucoup plus complexes et où du coup l'enchaînement des écus et des choses comme ça sont plus difficiles à gérer, mais on met tout en œuvre pour les aider dans ce sens-là. Gargana, alors pareil, même question pour vous, derrière la personnalisation. Alors, vous êtes directrice des programmes, ce qui va peut-être répondre en partie à ma question quand on disait sur l'employabilité, la mise à disposition de ressources, l'asynchrone, la dimension asynchrone parfois aussi qui permet d'avoir plus d'engagement parce qu'il est plus étalé. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas devant le prof, mais il y est 2 heures après. Donc, qu'est-ce que ça représente selon vous, cette personnalisation ? Pour résumer, effectivement, je suis d'accord avec tous les autres intervenants. C'est vrai qu'il y a d'abord le parcours académique, ensuite il y a le rythme. Olivier, Loïc l'ont mentionné, on a des aménagements au niveau des sportifs de haut niveau, pour les étudiants entrepreneurs, etc. Je pense que quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui tient à cœur, en tout cas à l'EDEC, mais je pense que c'est partagé, c'est l'inclusion. Et c'est la personnalisation en termes d'inclusion. Parce qu'on a de plus en plus d'étudiants qui sont en détresse pour des raisons de handicap ou juste parce qu'ils sont différents. Et on doit être capable de personnaliser le parcours et le rythme à leur situation.
Et pour cela, on a créé déjà la Fondation EDHEC œuvre dans ce sens, mais aussi il y a des commissions qui examinent au fil de l'eau les situations. Et je dirais que ça nous tient d'autant plus à cœur que souvent, c'est des situations dans lesquelles les étudiants ne veulent pas se montrer. Et c'est pour ça qu'on a instauré ce suivi et cette personnalisation au fil de l'eau à l'EDHEC, parce que au fur et à mesure de l'année, les étudiants qui sont différents s'épuisent et ils décident d'en parler. Donc, on a des suivis très, très personnalisés. Ça fait partie de mon travail. Moi, je vois quotidiennement des étudiants. J'essaie de les épauler, aussi mes collègues, mais je dirais que l'inclusion des différences fait partie aussi de la personnalisation. S'affranchir de toutes les contraintes, hein, c'est aussi ça. Enfin, toutes celles qu'on peut faire sauter. La mise à disposition de ressources, ça veut dire qu'on les a H24 et à Tawat, comme on dit. Asynchrone, ça veut dire qu'on n'est pas tenu d'avoir forcément d'être là parce qu'on n'est pas là. L'accessibilité, c'est toutes ces choses-là qu'il faut développer. Et d'ailleurs, au bout du compte, c'est l'engagement. Hein, c'est bien ça qui est favorisé. C'est pour ça qu'on revient dessus. Loïc, est-ce que vous partagez un peu, j'imagine, ce qui a été dit? Et moi, si on va jusqu'au bout et pour que vous nous éclairiez également, cette notion de personnalisation, elle recouvre à peu près les mêmes domaines, les mêmes sujets que vos confrères et consoeurs. Oui, je dirais qu'en fait, pour l'instant, on s'est surtout focalisé sur les étudiants et c'est bien logique puisque notre objectif est avant tout de servir les étudiants. Et donc, l'objectif de cette personnalisation, ça va être une meilleure expérience étudiante avec toutes les choses dont on a pu parler, y compris l'inclusion qui nous tient également fortement à cœur. Je rejoins totalement ce qu'a pu dire Gergana sur le sujet. Derrière, ça veut dire également se servir de toutes ces technologies et de tous les éléments dont on peut avoir à notre qu'on peut avoir à notre disposition pour pouvoir proposer une meilleure expérience d'enseignement également aux enseignants et une meilleure expérience d'accompagnement sur un plan administratif pour l'ensemble des collègues des personnels administratifs qui sont absolument essentiels si on veut personnaliser le parcours de l'étudiant. Ne pas oublier, on a l'expérience étudiante en front, on peut dire, avec le prof qui est en contact avec les étudiants, mais également toute la partie back-office est essentielle. Les profs ne peuvent pas faire sans et les étudiants ne peuvent pas faire sans non plus. Et donc pour ça, on a tout un ensemble d'outils qu'on peut mettre à disposition, donc soit du public enseignant ou du public administratif. On a parlé des outils d'IA générative tout à l'heure. Nous, on a une vraie réflexion à l'heure actuelle pour voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces outils pour favoriser l'expérience enseignante, pour gagner du temps, automatiser certaines tâches, de même pour le personnel administratif, qui va permettre derrière de recentrer et de réutiliser ce temps au profit des étudiants, puisque, comme le disait Olivier suite à une de vos questions tout à l'heure, Gilbert, il n'y a pas juste la technologie qui va rentrer en jeu dans la personnalisation, mais il y a également l'attention individuelle et personnelle que chacune et chacun dans les écoles vont pouvoir mettre à disposition des étudiants. Et pour ça, il faut du temps. Donc, se libérer de tout un ensemble de contraintes va nous permettre de mieux encore les accompagner et de dédier plus de temps qui est nécessaire, que ce soit pour certains types de publics avec des difficultés ou que ce soit pour mieux les accompagner et les rendre plus employables. Loïc, vous dévoilez un peu la suite de mes questions, mais c'est normal puisqu'on les a partagées en avance. Andrea, quand on parle de personnalisation, ça n'engage pas, vous l'avez dit Loïc, que les étudiants. Ça engage toute la communauté, les équipes, les supports, tout le monde doit être aligné. Ce n'est pas simplement mettre en pâture et quelques tests, c'est vraiment un alignement de toute l'organisation au niveau des écoles et des universités. Je dirais même plus, c'est une collaboration. Je pense qu'aujourd'hui, quand on entame le sujet de la personnalisation, c'est un sujet qui peut faire peur, puisque du coup, on parle aussi bien d'une multitude d'outils que multitude de personnes engagées autour de ce projet, et ce pour, au final, essayer de se réduire à chaque fois le nombre de personnes auxquelles on essaye d'atteindre, puisque la personnalisation réduit à chaque fois le nombre de personnes auxquelles on vise sur ce sujet. Et donc, du coup, pour atteindre le maximum, ça devient vraiment, je pense que, comme Loïc l'a très bien expliqué, ça engage énormément de personnes et de temps. Et c'est là où la technologie, l'innovation vient au final aider les administrateurs, les enseignants à améliorer cette expérience. C'est de justement pouvoir vous offrir des outils simples d'utilisation et qui répondent aussi bien aux demandes de l'étudiant
que les enseignants qui vont devoir mettre du du nouveau contenu et utiliser de nouveaux outils pour créer ce contenu, et tout le back-office auquel on ne parle pas assez, mais qui travaille énormément pour justement faire que ça arrive et que les étudiants et les enseignants ne se sentent pas frustrés par de nouvelles technologies. Olivier, hein, si tout le monde ne joue pas le jeu, quand on parle de personnalisation, les profs, l'administration, les relations entreprises, pour que ce soit fluide. Je donne souvent l'exemple, vous savez, quand il y a un espace de travail au lycée, si l'espace de travail n'est pas rempli, bah, on ne peut pas faire grand-chose par les profs, par les équipes, donc il n'y a pas ou des ressources. Donc on voit bien que c'est toute l'organisation qui est bousculée par cette nouvelle approche. Oui, oui, c'est une approche qui est très, très collective, hein. Il y a quelques indicateurs qui ne trompent pas. Là, par exemple, moi qui suis depuis assez longtemps dans la structure où je suis, je constate par exemple que la remise en cause des maquettes de formation, elles n'ont jamais été aussi importantes et fréquentes. Dès que vous annoncez un chiffre dans un nouveau mot à la mode, comme par exemple Industrie 4.0 pour nous, le 4, il vieillit très très vite et paraît obsolète quelques jours après. Donc des maquettes qui évoluent beaucoup plus vite, des cours également, hein. Moi, j'ai la chance de donner quelques cours dans le domaine du numérique. Vous n'allez pas reprendre le contenu de l'enseignement 3 années de suite parce que les choses se périment à une vitesse très très importante. Et donc, c'est là qu'il y a un aspect très collectif, puisqu'effectivement, que ce soit le système d'information, les équipes d'innovation pédagogique, bien sûr pour les deux acteurs principaux qu'on veut aider, c'est-à-dire l'étudiant et l'enseignant, toutes ces équipes-là doivent travailler et tirer dans le même sens. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça demande des compétences parce que vous occupez aussi des services d'information, des SI? Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être là qu'il y a un petit nœud à régler parce que tout le monde doit être au niveau? Parce que ça upgrade un peu les compétences, en tout cas pas forcément, il ne faut pas savoir coder nécessairement, mais avoir une pratique de l'information qui est différente. Oui, et je pense aussi que justement on est dans un contexte où par exemple les universités utilisent presque toutes les mêmes outils qui ne sont pas forcément les outils les plus agiles pour les informaticiens qui doivent mettre à niveau des services numériques pour les étudiants. Et je pense qu'une des clés, c'est vraiment l'agilité de ces outils. Si vous arrivez en quelques heures à développer un nouveau service numérique pour fluidifier un processus qui permet à l'étudiant de candidater sur ceci ou sur cela, vous êtes agile et vous apportez l'information, vous fluidifiez le processus tout de suite. Si vous êtes dans une logique... Avec de l'interopérabilité, hein, j'ai ce terme un peu qui c'est ça, c'est à la fois... C'est un mot qu'on double, vous savez, au Scrabble, interopérabilité. C'est exactement ça, c'est à la fois l'interopérabilité parce que l'étudiant il a besoin d'informations qui sont d'un côté pour ses stages, de l'autre pour toute autre chose. Mais c'est aussi l'agilité, c'est-à-dire la capacité à la fois des métiers et des équipes de systèmes d'information qui sont derrière, d'être capable de s'adapter à des nouveaux besoins qui fleurissent tous les jours. D'ailleurs, tiens, je reprends une question, je prendrai les autres questions. Individualisation ou personnalisation? Je ne sais pas, moi, Sandrine Héral nous pose la question. Bah, tiens, on va passer la parole à Loïc. Individualisation ou personnalisation? Je viens justement de voir la question et je trouvais que c'était une excellente question. Et je me disais justement que, en fait, il s'agit de prendre en compte l'apprenant en tant qu'individu, mais dans un système de formation globale. C'est-à-dire que chacun ne va pas avoir son propre programme exactement. Il peut y avoir des différences, bien sûr, en fonction des électifs, en fonction de certains types de cours vers lesquels vous allez vous orienter, etc. Et on peut, dans un sens, aller vers une certaine individualisation. Mais c'est vraiment dans un sens, puisque de toute façon, ça prend vraiment en considération ce système de formation globale. À aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas asséner à tout le monde exactement la même chose de la même manière. Ça posera de toute façon des problèmes et je pense que de toute manière, c'est moins efficace. Ça serait moins efficace que les systèmes vers lesquels on va à l'heure actuelle. Maintenant, il y a effectivement besoin de ne pas pousser trop vers de l'ultra-individualisation parce que parfois, la personne pourrait se dire que elle est complètement coupée de l'ensemble des autres apprenants, par exemple. Si on pousse la logique à l'extrême, ça veut dire que un étudiant va avoir un cours à chaque fois et va se retrouver tout seul dans son cours. Si vraiment on se dit qu'on veut individualiser complètement. C'est pas ça. Un, c'est pas possible, et deux, c'est pas sain. Ce n'est pas ça du tout dont il s'agit, effectivement. Il est vraiment préférable d'avoir une réflexion globale.
pense que ce qu'il faut bien se dire, on parlait de la rétention tout à l'heure, et je pense que c'est lié avec la question. On parlait de la rétention des étudiants. Le fait d'avoir des données sur les modalités d'apprentissage, sur les cursus précédents, etc., enfin bref, sur tout ce qui fait l'individu en termes qu'apprenant dans nos formations, c'est absolument essentiel, et ça le sera de plus en plus, pour essayer déjà de les fidéliser, et puis pour montrer qu'on est en mesure de s'adapter à ces différentes caractéristiques pour qu'ils puissent apprendre au mieux en fonction de ces différents éléments. Et puis après, plus concrètement et prosaïquement aussi, et ça peut lui donner envie de revenir chez nous, puisqu'on lui a montré qu'on était en capacité d'appréhender l'ensemble de ces données, et grâce à ces données, de lui fournir ce qui correspondait le mieux à ses besoins d'apprentissage. Et donc, dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, on a la possibilité de rentrer dans une logique comme ça de correspondance mutuelle Et et permanente. de suivre, d'avoir une sorte de continuum où on collecte les datas et puis on peut adapter, ouais, c'est vrai. Gargana, je pose la question du coup, parce que la question, Loïc a dit que c'était une très bonne question, donc j'en profite. Hein. Ça voulait dire que mes questions n'étaient pas bonnes. Loïc, ça veut dire que mes questions n'étaient pas bonnes avant. Ah non, mais on avait une question, une très bonne question complémentaire, c'est tout. Alors, individualisation ou personnalisation? Donc, je remercie Mathieu déjà pour sa question parce que justement, je voulais absolument Mathieu, y répondre. Et je dirais… C'est Sandrine. Pardon, c'est… Sandrine. Ah, pardon. J'étais sur la question de Mathieu qui va un peu dans le même sens parce que elle pose les limites quelque part de justement ce qu'on discute de la personnalisation. Et je dirais que la personnalisation, ça se mérite. Et la personnalisation arrive après une certaine discipline. Et en tout cas, c'est absolument pas la philosophie à l'EDEC de faire un parcours à la carte. On a des obligations de cours, des fondamentaux à suivre, et seulement après, il y a un degré de personnalisation. Donc, pour répondre concrètement à votre question, Gilbert, c'est plutôt une personnalisation, mais dans une certaine limite. C'est pas de l'individualisation. Non, mais de toute façon, on précise, quand on parle personnalisation, individualisation, parcours à la carte, sur mesure, whatever, on est bien d'accord qu'il y a une sorte de tronc commun, et c'est surtout la capacité du système à évaluer la progression, à apporter des correctifs le cas échéant, on parlera de l'intelligence artificielle éventuellement, ou à donner tout simplement des warnings aux profs en disant, tiens, il y a une partie ou avoir des plateformes de collaboration qui permettent de pair à pair de s'auto-évaluer ou voire de se corriger. C'est aussi ça, hein, j'imagine, la personnalisation, ça ne veut pas dire qu'on fait un cours exprès pour un élève. Gargana, je vous laisse continuer de répondre. Oui, tout à fait. Mais je ne suis pas certaine que c'est exactement cette compréhension dans la tête de nos élèves, parce que certains… Il me dit, ah bah oui, c'est quoi mon et cours, pour élaborer… Oui, et comme le disait d'ailleurs Loïc, si on n'a pas un certain nombre d'élèves dans un cours, c'est pas la même chose parce que ça permet d'augmenter la pédagogie aussi, ça permet de faire travailler les élèves, les étudiants en groupe, ça permet de bénéficier des réactions, des conversations du groupe. Donc, je ne pense pas que ça soit bénéfique d'avoir un cours inscrit dans un élève inscrit dans un seul cours. Alors, Andrea, un petit commentaire avant de passer à une question, deux questions qu'on va aborder. Je regarde l'heure hein, parce que ça passe vite. Et quand c'est intéressant, ça passe vite, vous avez vu. J'aimerais savoir, parce qu'Andrea, c'est important, est-ce que ça coûte cher de personnaliser? C'est-à-dire que dans toutes les transformations des établissements, eh bien, il y a un certain nombre d'investissements dans le dur, dans le hard, dans les compétences et dans l'organisation. C'est-à-dire que c'est pas anodin, il faut le savoir. Il y a un coût, il y a toujours un coût attaché de toute façon à partir du moment où on décide d'utiliser un nouvel outil, puisqu'il faut pouvoir justement le déployer, l'intégrer, l'implémenter, et du coup du temps aussi, et du coup le temps de pouvoir former toutes les personnes qui vont être confrontées à cet outil, et c'est une des raisons pour lesquelles Panopto, dans ses coûts de licence, inclut
justement le support pour avoir justement ce budget fixe et pas uniquement un budget pour la plateforme et un budget pour l'implémentation. Et je trouve que c'est quelque chose de très important. Il faut aussi prendre en compte, quand on choisit d'implémenter des nouveaux outils, alors ça va peut-être aller à contradictoire par rapport à la personnalisation et l'individualisation, mais quand on choisit des outils, je pense que c'est important de prendre des outils qui soient du coup transversales au niveau des besoins. Et donc, si je reprends ici le besoin de la vidéo, on peut très bien utiliser la vidéo pour un support pédagogique et donc, par exemple, permettre aux enseignants de faire un retour personnalisé en vidéo qui sera peut-être du coup plus individuel, personnel à l'étudiant et peut-être du coup moins demandeur en termes de temps puisqu'il n'aura pas besoin d'écrire une rédaction sur ce retour-là et plus personnalisé que s'il faisait un retour général en classe à toute la classe. Donc ça peut être une chose. Et puis cet outil de vidéo, il peut être très bien aussi utilisé sur de la collaboration en interne, entre enseignants, entre les différents administrateurs, quand on met en place, élabore les différents parcours. Donc encore une fois ici, on est toujours sur le thème de comment on peut personnaliser avec un outil qui au final peut être transversal et répondre à plusieurs besoins dans une académie. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, tout ça n'a qu'une vocation, c'est d'être plus efficace, tout en allant dans la spécificité de chacun. C'est quand même ça qui est intéressant. Loïc, Gargana, Olivier, ça coûte cher de s'engager sur ce chemin, Loïc? Oui, ça va dépendre des choix qu'on va faire. Dès lors qu'on veut avoir de la technologie et qu'on a un certain nombre d'étudiants, un certain volume d'étudiants, oui, forcément, ça va réclamer des budgets, des investissements qui sont assez importants. Moi, je travaille très régulièrement avec la DOSI qui pilote, on pilote conjointement le déploiement de ces solutions. Après, vous avez, je pense que le ça coûte cher doit être relatif par rapport déjà à ce que ça va amener à l'étudiant et à l'ensemble de l'école. C'est le premier point. Et surtout, comme de toute façon, à un moment, oui, ça va coûter cher, il est nécessaire également de penser en termes d'études pilotes et tout d'abord de faire des tests en travaillant de concert avec les entreprises qu'on va identifier, parce que généralement, on a besoin de prestataires externes pour pouvoir mettre en place ces solutions, comme Panopto par exemple. Nous, on travaille avec pas mal d'entreprises, que ce soit Deep Memory, que ce soit Wootlap ou d'autres, avec lesquelles on travaille étroitement pour pouvoir affiner progressivement les solutions de personnalisation qu'on met en place et puis avec chacune, on fait des tests. C'est absolument indispensable. Olivier? Oui, je pense qu'on ne peut pas répondre globalement à cette question. Il y a en tout cas des énormes écarts. Hein. Moi, je dirais que les écarts sont très, très importants justement sur le retour d'investissement ou sur le coût récurrent des solutions. Il y a certaines solutions qui ne coûtent pas cher, hein, si on rapporte ça par exemple à un nombre d'étudiants, et d'autres qui, au contraire, représentent des investissements et des coûts récurrents conséquents. Donc, c'est très difficile de répondre globalement. Mais là aussi, en tout cas, il faut se préparer, quoi. Il faut se préparer, il faut prendre son élan si on veut aller sur ce terrain-là. Oui, et puis il y a des choix qui malheureusement sont stratégiques et qu'on a du mal à remettre en cause. Hein. Le choix d'un ERP qui soit plus ou moins agile, là, ça vous ancre dans une solution où il ne faut pas se rater dès le départ, quoi. L'interopérabilité, c'est ça, hein, c'est choisir un outil qui permet de passer de l'un à l'autre à travers une manipulation simple et ergonomique, hein, évidemment. Oui, puis c'est faire communiquer les données entre elles si on utilise des outils différents, ce qui est un petit peu incontournable dans nos environnements. Les data, on en parlera, Olivier. Ne soyez pas impatient avec l'IA générative. Gargana, est-ce que vous avez beaucoup investi à l'EDEC? Alors, depuis que vous avez vendu votre centre de recherche à Singapour, j'imagine que vous avez les moyens d'investir. Je précise pour nos auditeurs, donc l'EDEC a eu la grande fierté de développer un centre de recherche qui a produit, c'est une spin-off, c'est un peu comme Panopto, j'imagine. En interne, on a Scientific Beta. C'est des indices financiers et on les a vendus, comme disait Gilbert, il y a quelques années sur la bourse de Singapour. Et l'argent est géré par un fonds et il est utilisé uniquement pour nos étudiants parce que l'EDEC ne fait pas de profit, c'est une association loi 1901. Mais en effet,
on utilise cet argent pour investir dans des projets académiques parce que ça coûte cher. Je suis tout à fait d'accord, ça coûte très cher, le digital, la personnalisation, mais il faut avoir quand même un esprit critique. Et je dirais que quand on investit, je dirais que ça coûte moins cher de produire en interne. Donc, on a déjà développé une maison de production en interne qui s'appelle le PyLab et qui permet aux professeurs de construire notre matériel digital, les vidéos, etc., en interne. Donc, déjà, ça coûte moins cher. Ensuite, on fait recours à des outils à l'externe aussi. Les collègues ont cité quelques-uns qu'on utilise également. Mais à chaque fois, je trouve qu'il faut, et en tout cas, en tant que directrice de certains programmes, je fais attention à la durabilité de la solution. Par exemple, on n'investit pas dans des machines parce que les machines, il y a beaucoup d'obsolescence qui arrive et ça a un impact environnemental qui est important. Et le dernier point que je vois, c'est l'expertise. Parfois, on fait des choses en interne parce qu'on se considère expert, comme par exemple la finance ou le marketing à l'EDEC, mais quand on n'a pas l'expertise, on adopte des solutions, ça peut être à Panopto ou d'autres solutions en externe parce que on fait confiance à leur expertise. Mais d'ailleurs, j'étais assez frappé de voir, quand je discute avec vos confrères, quand on parle des systèmes d'information, ça peut être 20, 10, 20, 30, 40 solutions différentes. Et l'enjeu, ça sera évidemment de matcher, hein, Olivier, Loïc, vous confirmez, qui doivent être connectés pour pouvoir faire émerger des datas, pour pouvoir procurer un service fluide et sur des supports quels qu'ils soient. Hein. C'est ça qui est compliqué. Oui, exactement. Ça doit être que du back-office. Hein. L'étudiant, lui, on doit lui apporter un service. Et quelque part, la complexité du back-office, on doit essayer de lui cacher et que les données communiquent entre elles, qu'on fluidifie les processus. Absolument. Ouais, Andrea, alors, maintenant, question qu'on a un peu déflorée, mais on n'a pas encore abordée, c'est évidemment tout cela n'a d'intérêt, évidemment, que grâce aux data. Et les data, c'est ce qui remonte des usages. Un étudiant qui regardera un cours et puis qui répète plusieurs fois une manipulation sur telle partie, de l'évaluation en temps réel, de la consultation, des échanges avec le prof, tout ça fait remonter de la data. Et la data, c'est la nourriture de l'IA. Et c'est Loïc qui parle de l'IA génératif, Olivier, ou je ne sais pas. En tout cas, cette IA générative qui va justement permettre encore plus de personnalisation. C'est ça l'enjeu pour beaucoup d'établissements aujourd'hui. Alors, l'IA est au cœur de tout. Hein. Ce n'est pas que chatbot, hein, d'ailleurs, je tiens à dire. Je suis d'accord avec vous. Je dois avouer que nous, par exemple, sur le thème comme on parlait juste avant, du back-office, Panopto, ça fait très longtemps que l'on mise sur les intégrations natives de manière à justement pour que, une fois qu'on arrive à les utilisateurs comme les étudiants et les enseignants, que ce soit quelque chose de fluide et naturel et qu'on n'ait pas l'impression d'utiliser 30 à 40 outils différents. Nous, on mise beaucoup là-dessus. Ensuite, quand on vient sur les données, effectivement, on a pas mal d'informations que l'on peut remonter, notamment sur le nombre de pourcentages de visualisation que l'étudiant a pu faire sur la vidéo. On peut voir, quand par exemple on regarde les données d'une vidéo, les moments pics de cette vidéo, qui peut être aussi très intéressant, parce que ça peut nous donner plusieurs choses. Un retour sur la qualité de la vidéo, le contenu pertinent, qu'est-ce qui au final intéresse plus sur cette vidéo les étudiants en général. Et du coup, on peut avoir des données très personnalisées, puisqu'on peut avoir les données par étudiant, tout comme sur des données un peu plus génériques, sur l'utilisation du portail et de toutes les vidéos en général. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent quelque part, encore une fois, d'avancer sur l'engagement au niveau des étudiants et du coup de personnaliser ce contenu. Ça va, Samy. Et Gargana, vous êtes en plein cœur de mon écran, donc je vous donne la parole. Vous êtes sur la grande fenêtre au milieu. Gargana, cette IA générative, est-ce qu'elle vous permet de mieux gérer? Est-ce qu'on va découvrir des champs qu'on n'a pas encore explorés grâce à cette IA dans les semaines, dans les mois? Je dis dans les semaines parce que ça va tellement vite, hein, dans les mois ou dans les années à venir. Alors, souvent, vous me dites toutes et tous, le prof reste au cœur du dispositif, mais cette IA, qu'est-ce qu'elle va apporter? Je pense qu'en effet, on ne peut pas interdire ChatGPT.
et tous les logiciels qui peuvent générer du contenu ou de l'image, parce que ça existe aussi pour les images aussi. Par exemple, dans le cadre d'un cours, on demande aux étudiants de faire un prototype. Maintenant, c'est comme ChatGPT, ça se génère en quelques secondes, je dirais. Donc, il faut faire face à cette transformation digitale en tant que professeur, et il faut l'intégrer dans l'expérience, dans le parcours. Donc, à l'EDEC, dès la rentrée, on intègre déjà dès la rentrée, on aura la rentrée des Master 1 sera dédiée au ChatGPT et à l'intelligence artificielle via une table ronde déjà à laquelle participent comme keynote speaker des experts de chez Microsoft, mais aussi des étudiants et des professeurs pour avoir tous les points de vue. Et en fait, ensuite, on va introduire des cours qui vont apprendre à nos étudiants comment utiliser ChatGPT ou tout autre IA de façon responsable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on doit citer, comment on peut l'utiliser pour gagner du temps. En aucun cas, ça ne remplace pas l'intelligence humaine ou leur intelligence, mais comme le disait tout à l'heure Olivier ou Loïc, comment ça peut nous permettre de gagner du temps pour consacrer ce temps, qui est la ressource la plus rare, le temps, le consacrer à des activités qui sont plus valorisantes. Mais en aucun cas, on ne va autoriser nos étudiants à écrire leur mémoire sur ChatGPT, par exemple, mais leur apprendre comment l'utiliser pour aller plus loin. Même question pour vous, Loïc. Je dirais qu'avec l'IA générative, on est face à la fois à une quantité de challenges et d'opportunités qu'on a, à mon sens, jamais vu encore dans l'enseignement de manière générale, pas seulement dans le supérieur, bien sûr. C'est-à-dire que, comme le disait Gariana, la première crainte qui vient, c'est mon Dieu, ils vont tous tricher, ils vont tous utiliser cela et ils ne vont plus rien apprendre. Ça, si je veux caricaturer à l'extrême. Et de l'autre côté, il y a également la possibilité de s'en servir comme un vrai tuteur pour l'apprentissage. Et donc, il faut être très clair, Gilbert, vous le disiez, hein, ça va très très vite et on n'en est encore qu'au tout début sur l'utilisation de l'IA générative dans l'enseignement. Donc oui, bien sûr, il faut qu'on sensibilise nos étudiants dès maintenant. Nous, on fait pareil, on a déjà plusieurs enseignants qui ont utilisé ChatGPT et d'autres outils, soit pour pouvoir servir de support pour de la création de contenu de cours, qui ont déjà demandé à leurs étudiants de l'utiliser dans le cadre de leurs cours. On a mis en place une politique liée à l'utilisation des outils d'IA générative qui a été diffusée aux étudiants il y a quelques semaines, ainsi qu'à l'ensemble des étudiants, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants. Enfin bref, et en fait, tout va très très vite et on peut réussir à s'inspirer de pas mal de choses qui sont progressivement mises en place par certaines entreprises. Je pense à la Khan Academy, qui est une plateforme de contenu de cours qui a mobilisé ChatGPT, qui a travaillé avec OpenAI et qui a mobilisé ChatGPT pour pouvoir créer un assistant d'enseignement et un assistant d'apprentissage, donc à nouveau côté prof et côté étudiant, pour pouvoir réussir à essayer de contourner certaines des limites dont on parlait. C'est-à-dire que si l'apprenant demande à ChatGPT de lui faire le travail, l'outil va lui répondre « je ne suis pas là pour faire ton travail, etc. Mais en revanche, voilà, est-ce que tu as pensé à cela ?» Et donc, essayer de questionner l'étudiant. Donc, l'IA générative en elle-même vise à développer l'esprit critique de l'étudiant, ce qui est un point absolument essentiel, vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de ce qu'il est en train d'apprendre, de façon à ce qu'il puisse continuer à avancer. Et d'un autre côté, l'IA générative va également donner des idées aux profs en termes d'animation de cours, en termes de création de syllabes, enfin des choses qui là aussi peuvent être parfois soit très chronophages, soit nécessiter de faire beaucoup de recherches pour voir ce qui se fait ailleurs, pour essayer d'avoir de nouvelles idées. Et ça représente des outils qui, à mon sens, vont avoir un impact absolument magistral sur l'enseignement ne serait-ce que dans les 12 à 18 mois encore. Non, c'est ça qui c'est parfois un peu, ça donne le vertige. Alors, est-ce que vous avez le vertige, Olivier? Parce que, en plus, vous êtes ingénieur chez vous, donc on a une vision encore plus techno, si je puis dire, même si que ce soit à l'IESEG ou à l'EDEC, on réfléchit à ces problématiques, mais chez les ingénieurs, comment vous voyez les choses? Alors, moi, j'ai vu des ingénieurs qui ne sont pas du tout inquiets, c'est pas pour ça, mais… Déjà, hein, si on revient aux fondamentaux, moi, je pense que nos élèves, ils viennent chercher des compétences. Donc, si on prend une compétence toute simple comme savoir faire du vélo, moi, je connais personne qui a appris à faire du vélo avec des cours magistraux.
Et donc, il y a une nécessité d'avoir une activité pratique pour valider cette compétence. Et typiquement, l'étudiant qui générerait avec le chat GPT bis une photo de lui-même en train de faire du vélo juste pour avoir les crédits, mais qui ne saurait toujours pas faire de la bicyclette, il n'aura pas compris grand-chose. Mais je pense que justement, demain, les outils d'IA génératifs vont nous apporter beaucoup d'outils de mise en situation pour développer des activités. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un humain qui met en situation pour vérifier que l'élève a bien compris ou pour lui faire des choses, là, c'est possible que ça nous amène des solutions. En tout cas, rien ne remplacera l'apprentissage. L'intelligence artificielle ne se substituera ni au prof ni à l'élève. Il y a un moment, il faudra quand même qu'il y ait un petit travail d'un côté ou de l'autre. Alors, vous parliez d'esprit critique, Loïc ou Olivier. Gargana, même question. Alors, peut-être qu'on va se servir de l'IA pour faire de la prévision financière. Parce que, il y a un peu une boule de cristal dans la finance, même s'il y a des outils très précis. Mais comment dirais-je? Alors, même question pour vous, l'IA, est-ce qu'on est au début de quelque chose et comment ça s'anticipe et comment ça se met en place? Comme je l'ai dit, on a mis en place des actions. C'est vrai que ça va s'amplifier avec les années. L'IA va s'améliorer aussi parce qu'elle va commencer à apprendre. Une anecdote, là, je suis sur Snapchat et juste après la finale de Roland Garros, sur Snapchat, ils ont lancé un My Artificial Intelligence, IA. Et donc, je demande à ce petit avatar, est-ce que tu peux me dire qui a gagné Roland Garros? Ben, il savait pas parce qu'en fait, ses connaissances s'arrêtaient d'il y a 2 ans. Donc, il m'a dit que Djokovic, il avait gagné que 20 titres de Grand Chelem. Donc, il n'avait pas updaté avec les 23e. Donc, pour l'instant, toutes les IA sont pas encore parfaites, mais elles vont le devenir. Et souvent, je dis aux élèves que les machines sont parfaites. C'est les humains qui sont quelque part imparfaits. Il faut qu'on s'adapte à cette perfection des machines et qu'on l'utilise dans notre perfection qui est dans le côté humain. Et je trouve que l'IA ne va jamais dépasser la créativité de l'humain. Et quand je parle de l'IA aussi, je donne l'exemple à mes étudiants, je leur montre des esquisses des grands peintres de la Renaissance qui sont mes préférés, de Raphaël, de Léonard. Et on voit sur leurs esquisses des grands tableaux qu'ils ont faits comment leur créativité fonctionne. Ils superposent leurs dessins, etc. Ça, l'IA, elle ne le fera jamais parce que la créativité, je pense qu'elle est propre à l'esprit humain. Ouais, une question que je me pose, ça sera ma dernière, après on posera les quelques questions qui restent, parce c'était Mathieu, vous m'avez dit tout à l'heure, attendez, elles sont où les questions? Voilà, Mathieu, on posera les questions de Mathieu, parce qu'on a répondu à celle de Sandrine. Alors, moi j'ai beaucoup enquêté là-dessus, et on me dit quand on fait tourner des machines, des serveurs, quand on fait des pages web, quand on fait de la personnalisation, ça consomme beaucoup. Alors, comment justement être dans cette injonction contradictoire d'avoir plus de services associés et d'avoir une démarche RSE? Andrea, j'imagine que vous réfléchissez à ça beaucoup parce que, évidemment, consommer de la bande passante, ça renforce l'impact, tout ça aggrave l'empreinte. Alors, justement, comment on réfléchit à ça? Alors, on a plusieurs choses. D'une, c'est pour rebondir, la technologie ne doit pas être vue comme un remplacement de l'humain. Et donc, du coup, c'est plus un soutien. Et de la même manière, quand nous, on pense à l'impact qu'il peut y avoir par rapport à la bande passante, si on regarde une installation en physique, au final, l'empreinte ici sera nettement plus importante sur une installation physique que sur une installation cloud. Je pense qu'une des manières que l'on peut avoir, notamment si on regarde par exemple Amazon et comment ils gèrent leurs serveurs, parce que nous, on travaille en partenariat avec les services de serveurs d'Amazon, c'est de voir comment… AWS, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait, c'est ça. Donc, il faut voir comment eux, ils gèrent ça et l'impact qu'ils peuvent avoir. Et une des solutions est de la réutilisation de l'énergie engagée sur justement la gestion et la mise en place, l'utilisation de ces serveurs. Dernière question pour vous sur ce numérique responsable. Voilà, c'est ça, je chercherai le terme. C'est ce numérique vert parce que, évidemment,
Vous savez, quelqu'un me disait qu'aujourd'hui, pour ouvrir une page web, ça consomme 100 fois plus d'énergie parce qu'il y a de la vidéo, parce qu'il y a plein de choses associées, il y a plein de codes, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est une question que vous posez tous, Olivier, Gargana et Loïc. Ah ben, pour moi, c'est vraiment une injonction contradictoire qui remet en cause beaucoup de choses parce qu'auparavant, on était à fond sur de quoi l'étudiant et l'enseignant ont besoin et on le fait. Et aujourd'hui, ça pose plein de questions. Donc, moi, je n'ai pas la complète réponse là-dessus. Mais en tout cas, ce dont je peux vous témoigner, c'est que nos étudiants, notamment, commencent à nous faire remonter des souhaits de leur part de rentrer complètement dans des démarches RSE, développement durable, et remettre en cause, y compris des services qu'on leur apporte gratuitement. Ouais, ils ont été trop gâtés. Mais bon, en même temps, la situation me semble assez grave quand on s'y intéresse. Non, mais ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Ouais. On a intérêt. Alors, c'est 2050 et puis après, hein, puisqu'on a des objectifs. Gergana? Pareil comme Olivier, les étudiants nous surveillent de près et effectivement on œuvre dans ce sens. On a mis en place depuis 2 ans parce qu'en fait on s'est rendu compte que les étudiants, bien sûr on a des cours qui sont des cours magistraux sur la durabilité, l'impact du digital, etc. Mais les étudiants ils ont commencé à nous dire un petit peu comme Olivier, ils sont venus nous voir en nous disant oui, d'accord, les cours, mais comment faire dans notre vie quotidienne pour sauver la planète et on ne sait pas. Donc, par exemple, personne ne sait quel est l'impact de streamer une vidéo. Personne ne sait quel est l'impact sur la planète d'envoyer, de racheter un nouveau smartphone plutôt que de réparer l'ancien ou de l'upgrader. Donc, du coup, on le connaît quand même. Gargana, on le sait combien c'est. On le connaît, mais si on cherche l'information, on l'a pas. Oui, d'accord. Non, c'est-à-dire qu'on a évidemment mesuré tous les serveurs cloud. Oui, on sait le mesurer, mais cette information n'est pas évangélisée, je dirais. Ah oui, et donc, nous, on a essayé. Pardon. On a essayé de mettre en place depuis 2 ans une démarche très concrète à nos étudiants sur nos campus et le digital en fait partie. On leur dit voici comment vous pouvez être plus durable d'un point de vue digital, mais il y a aussi l'énergie, la mobilité, le food. Le food est une grande problématique aussi sur les campus. Pourquoi ne pas manger que du végétarien, par exemple, pour limiter l'impact, etc. Donc, oui, on essaie de leur donner des outils très pratiques pour, dans leur vie quotidienne sur le campus, ils consomment moins. Par exemple, quand j'envoie mon PowerPoint suite à mon cours, je ne l'envoie jamais en format PPT parce que ça consomme un peu plus. Je l'envoie en PDF et je leur mets dans le mail. J'ai mis à disposition mon cours. Et voici ce que j'ai économisé parce que je ne voulais pas envoyer en format PowerPoint. Donc, avec des petits gestes comme ça, on leur apprend comment faire attention à l'impact digital. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, une cheminée qui fume, on voit tout de suite que ça a de l'impact, puisqu'on le voit. C'est vrai qu'entre un ordinateur, on a ouvert une vidéo, on envoie un PPT, on fait un WeTransfer, je ne sais quoi, ou on fait du streaming. Évidemment, on ne se rend pas compte, mais c'est consommateur d'énergie et l'empreinte est énorme, Loïc. Imaginez que vous partagez tout ce qui a été dit. Mais Gilbert, je vais vous donner une autre anecdote. Vous savez qu'il faut communiquer sur tout ça. Il faut communiquer, il faut expliquer aux étudiants. Moi, quand je les vois régulièrement en class reps meetings avec les délégués, ils se plaignaient parce que dans nos toilettes à l'EDEC, l'eau s'arrêtait. Et donc, en fait, elle s'arrête parce que toute l'eau qui est dans les toilettes, elle arrive de récepteurs d'eau et c'est de l'eau de pluie. Et à partir du moment où je leur ai expliqué ça et je leur ai mis une affichette dans les toilettes, soyez patients parce que quelque part vous œuvrez pour la planète, personne ne se plaint, ils ont compris et au contraire, ils sont fiers de cette action de l'école. Soyez patients si vous entendez le modem qui fait cri quand vous avez envoyé un PDF, c'est ça. Vous vous souvenez quand on envoyait un PDF, avant ça mettait 4 heures. Non, et évidemment, il faut, comme disait Olivier, cette injonction qui est de rapidité, d'efficacité et de responsabilité, évidemment, puisque c'est ça l'enjeu, Loïc. Chez vous aussi, on travaille sur la responsabilité à la RSE.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, la RSE et tout ce qui touche au développement durable, enfin la sustainability de manière générale, fait partie de nos axes stratégiques. Donc ça, c'est un point essentiel. Ça se traduit bien sûr dans les cours. Ça se traduit par une formation aussi qu'on a mise en place à destination de l'ensemble du personnel de l'école, que ce soit les profs ou le personnel administratif. Je dirais que pour revenir sur le cas des étudiants, comme le disait Gargana, il y a besoin de nudger, entre guillemets, leur comportement, donc de flécher leur comportement en à la fois leur expliquant et en leur montrant comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact à travers certaines petites actions. Après, on parlait d'injonctions contradictoires, comme le disait Olivier tout à l'heure. Les injonctions contradictoires, elles viennent quand même aussi fortement de nos étudiants. Il faut pas se le cacher. C'est-à-dire que quand nos étudiants nous demandent d'être plus responsables d'un côté, tout en ayant environ une vingtaine de notifications par heure en provenance d'Insta et en provenance de Snapchat, en regardant pendant 2 heures des vidéos TikTok et après en allant streamer un peu de YouTube ou de Netflix ou je ne sais quoi. Bon, à un moment, là aussi, nous, on doit leur montrer qu'il y a des comportements qui sont contradictoires et qu'il y a ces injonctions contradictoires de leur part. C'est extrêmement important. Il y a besoin de les éduquer, ce que disait Gargana, hein, sur le coût d'un clic, sur le coût de la production d'un smartphone, sur l'ensemble des externalités négatives également qui sont liées à tous ces comportements. Concrètement, si je clique à tel endroit, eh bien, ça va déclencher en amont d'une chaîne de valeur l'acquisition de métaux lourds, de métaux rares, etc., qu'on va intégrer à l'intérieur de différents serveurs, à l'intérieur de batteries, etc. Et puis ensuite, en aval, eh bien, ça va déclencher une consommation énergétique. Et en retraçant tout cela, en leur expliquant, je pense que ça peut permettre de faire évoluer progressivement les comportements. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Les comportements ne vont pas changer du jour au lendemain, malheureusement. On a besoin que ça change, on le voit encore. Enfin, moi, je suis à Lille aujourd'hui. Il faisait 31 degrés hier, c'était l'endroit le plus chaud de France. C'est quand même assez dingue, sachant que je suis à Lille, donc, hein, je rappelle la position géographique sur une carte. Il y a un vrai besoin de changement des comportements, mais ça va prendre du temps. Et enfin, le dernier point que je souhaitais aborder, c'est que, et j'imagine que c'est pareil pour Olivier et Gargana, nous, de toute manière, dès qu'on commence à travailler maintenant avec un nouveau prestataire, on lui demande dans quelle mesure est-ce qu'il a pris des engagements sur la partie développement durable, sustainability, pour voir si ces machines, par exemple, sont équipées j'allais dire, de limitateurs de consommation d'énergie, c'est pas le terme que je cherche. Enfin bref, dans quelle mesure est-ce qu'ils intègrent ça eux aussi dans leurs problématiques? C'est un point qui est extrêmement important pour nous, comme la partie RGPD qui est de toute façon réglementaire, mais cette partie développement durable devient de plus en plus cruciale. Donc, ça veut dire qu'hier, vous étiez sur la grande place en train de boire une petite bière avec 31 J'aurais degrés. aimé. J'aurais aimé. Bon, voilà, 15h07. Oh là là, ça fait presque 1h10 qu'on est ensemble. Andrea, on a dit plein de choses, hein. Évidemment, on a effleuré le sujet, mais n'empêche qu'on voit mieux ce que ça veut dire, cette personnalisation et comment ce besoin qu'ont les établissements d'aller vers une plus grande proximité de ses élèves et de ses étudiants, hein, puisque d'ailleurs, ce que je dis, ces élèves, ça peut être aussi pour le scolaire, hein, y compris pour les petits et pour les enfants qui sont en maternelle, primaire, au lycée ou au collège. Évidemment, tout ça fonctionne très bien aussi, ce besoin de personnalisation et de suivi. Je crois qu'on a fait le tour. On reviendra avec d'autres problématiques parce que je pense que ça va très, très vite, hein. Je pense, oui. Puis là, on a parlé de l'éducation chez les tout-petits, mais on peut aussi appliquer le thème pour la formation continue. Et oui, c'est aussi un thème très développé au sein de nos entreprises. Il y avait une question de Mathieu, mais je ne la comprends pas tout à fait. Peut-être que comme vous êtes beaucoup plus intelligent que moi, vous allez pouvoir m'aider. Pertinence par rapport à la cohérence de la formation courte longue envisagée et la capacité de l'apprenant à suivre les futures règles de l'entreprise et s'y conformer. Il y a une sorte de ce que dit Mathieu, il y aurait une problématique entre des règles un peu souples avec la personnalisation et des règles un peu plus fermes dans l'entreprise, c'est ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que Mathieu répond avec la première question à sa deuxième, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de faire effectivement des enfants rois ou des apprenants rois, mais typiquement
nos apprenants, ils ont besoin de s'insérer dans le marché de l'emploi et se faire recruter par des entreprises qui attendent, par exemple, des règles de savoir-être qui sont complètement fondamentales et qui sont incontournables, même dans la personnalisation des parcours, et que donc ça fait partie de la logique du tronc commun que Gilbert a évoqué tout à l'heure, où personnalisation ne veut pas dire qu'on va faire l'impasse sur les fondamentaux. Après, si on rejoint le côté entreprise, de nos jours, les entreprises font aussi un grand pas de développement pour justement personnaliser et intégrer ces employés en termes qu'individus et non pas seulement en termes d'employés. Donc, je pense que c'est une continuité également, le côté de personnalisation. Voilà, la boucle est bouclée. On a parlé scolaire, on a parlé executive education, on pourrait parler formation des seniors, ça marche aussi. Merci beaucoup Olivier, Gargana, Loïc, merci Andrea d'être partenaire Panopto, de nous accompagner. Encore pardonnez-moi, de choses très intelligentes qui ont été dites, mais à chaque fois qu'on creuse, vous avez remarqué, on a tellement d'autres choses, tellement de questions qui émergent et tellement de sujets à explorer. Eh bien, ça sera l'occasion d'un autre webinaire, ensemble. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle fin de journée. Parce que là, on est en plein après-midi. D'habitude, on fait des webinaires plutôt en fin de matinée. C'était une première, pourquoi pas, ça a bien marché. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.